Nous recevons Nadjim Ahamada, avocat au barreau de Mayotte et ancien conseiller municipal de Mamoudzou. Bonjour Nadjim Ahamada. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Alors Mayotte, une nouvelle fois confrontée à la violence. Les élus avaient lancé une journée île morte, puis ont été reçus par des membres du gouvernement. Les chauffeurs ont usé leur droit de retrait, etc. Et à Mayotte, on a été surpris par le silence des politiques pendant toute une période après ces départs donc de certains élus en France pour être reçus par le gouvernement. Vous êtes un homme politique bien connu à Mayotte. Vous étiez aussi le porte-parole du MDM à un temps. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce silence? Pourquoi on n'entend pas les partis politiques? Pourquoi on n'entend pas les hommes politiques sur cette question-là qui touche les Mahorais en ce moment? Je vous remercie de l'invitation. Alors, effectivement, on peut déplorer ou s'inquiéter du silence des hommes politiques qui sont actuellement aux manettes, si je puis dire. Ceux qui ne sont pas non plus auraient pu parler. J'entends bien, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ne les entend pas, ils ne travaillent pas. Là, actuellement, l'ensemble des maires se trouve à Paris pour le congrès des maires. Et un certain nombre de rendez-vous qui sont pris dans les différents ministères. Et d'ailleurs, hier, il y avait une réunion avec le président de la République. Et effectivement, même si dans les médias, c'est pas forcément repris, ils sont quand même au travail. On doit quand même saluer le travail de ce que font nos élus dans le silence ou dans les médias, mais en tout cas, le travailler. Et je profite effectivement de cette question pour demander à l'ensemble des élus qui sont effectivement à Paris de demander une chose essentielle parce que la situation actuelle nous appelle à agir de manière urgente. Le territoire est à feu et à sang. Le territoire est assiégé par des terroristes actuellement, des voyous qui mènent la vie dure à l'ensemble de nos concitoyens. Et donc, il y a besoin, passez-moi l'expression, de nettoyer ou de purger le territoire de ces démons. Et comment on fait ça? Il faut un plan d'urgence, un plan vraiment d'urgence de reconquête de la sécurité par l'État. Et comment ça peut se faire? Il y a des dispositifs qui sont là. Moi, j'ai vu que l'État a dit, on voit qu'il y a une situation de guerre. Vous avez vu la presse nationale? Depuis ce matin, on parle de guerre civile à Mayotte. Qu'on lise Libération, Le Monde, Le Figaro, tous les journaux nationaux, on parle de guerre civile. Et donc, l'État, face à une situation aussi dramatique, nous envoie 10 hommes pour venir quadriller ces voyous. Sauf si c'est, excusez-moi encore une fois, c'est les Avengers, c'est pas suffisant. C'est certainement pas suffisant. Pourquoi? Parce que il y a un dispositif qui est prévu par la loi qui permet effectivement de venir quadriller ce territoire et rétablir l'ordre. Ça s'appelle l'état d'urgence sécuritaire. C'est ce que vous réclamez, vous C'est ce que le MDM réclame. On réclame que l'État déclenche l'état d'urgence sécuritaire. Ça permet quoi, l'état d'urgence sécuritaire? Déjà, il faut que ça soit décidé en Conseil des ministres. Donc, effectivement, les élus qui sont à Paris devraient faire du lobbying auprès des ministres et de la première ministre pour que on déclenche l'état d'urgence sécuritaire. Ça permet les visites domiciliaires, ça permet surtout les perquisitions qu'on appelle administratives. Les perquisitions administratives, c'est quoi? C'est qu'à tout moment, à toute heure, à n'importe quel moment, n'importe quel endroit, on peut aller dans les domiciles pour fouiller, pour voir qu'est-ce qui se passe dans ce domicile. Et là, on va découvrir quoi? Ça va permettre d'aller ratisser dans tous ces bangas pour ramener toutes ces armes qu'il y a dans ces bangas. Ça va permettre d'aller dans tous ces bangas pour voir qui est en situation régulière sur le territoire et effectivement les interpeller et les éloigner au besoin. Ça va permettre effectivement de changer, la peur de camp. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est la population qui a peur. Donc, l'état d'urgence sécuritaire, c'est ce qu'il faut faire dans ce territoire. Et ça va permettre également de mettre des couvre-feux. Tout ça est permis par ce dispositif, des couvre-feux pour les mineurs et ainsi de suite. Si vous permettez, j'aimerais rajouter une autre chose, une deuxième chose. Si l'État considère que nous sommes en état, une situation qui permet de déclencher cet état d'urgence sécuritaire. Je rappelle qu'en 2005, il y a eu les émeutes en banlieue parisienne. Les émeutes, les jeunes de banlieue, ils brûlaient les bus, les cars, les voitures, ainsi de suite. Ouais. Mais c'est
il y avait pas ces tentatives d'assassinat. C'est-à-dire, il n'y avait pas des machettes, des gens qui rentrent dans les maisons ou dans les bus pour essayer de tuer nos enfants. Là, vous avez vu les images et on est tous au courant de ce qui se passe. On rentre dans les bus, on tape sur les enfants avec des machettes, on essaie de décapiter des gens, on coupe des mains. Et donc, la situation est tellement grave que je ne comprends pas pourquoi cette situation, l'état d'urgence n'est pas encore enclenché. Et donc, c'est ce que nous réclamons effectivement, parce que c'est la réponse immédiate qu'il faudra et non envoyer 10 personnes. C'est bien 10 personnes. Ils vont venir pendant 10 ou 3 jours, 15 jours et ils vont repartir. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va reprendre. C'est comme, on a soigné quelque chose, c'est comme un cancer qui va revenir après la chimio. C'est exactement ce qui va se passer. Ça va se calmer pendant un temps et quand ils vont partir, ça va repartir de nouveau. Alors, vous parlez de réponse immédiate, donc cet état d'urgence sécuritaire que vous réclamez. Mais sur le long terme, que faut-il faire? Puisque vous, je disais, vous êtes un homme politique, mais vous aussi un magistrat et avocat, pardon, et vous connaissez mieux que nous cette situation. En tout cas, par rapport aux réponses judiciaires que les Mahorais jugent pas adapté à Mayotte et les Mahorais attendent beaucoup plus de la justice, qui ont l'impression que la justice est trop, entre guillemets, laxiste ou ne répond pas, ne soutient pas assez les victimes. Alors que dites-vous par rapport à ça? Je vous remercie. Alors la justice, elle fait ce qu'elle peut à Mayotte. Malheureusement, la justice, il faut lui donner les moyens. Dans ce sens que on a une prison, par exemple, qui a 280 ou 270 places, qui est occupée à 150 ou 200% actuellement. On a une délinquance de mineurs. Beaucoup de jeunes qui sont sur les routes, qui commettent ces faits, c'est des mineurs, la plupart, d'après ce que on voit. Et on a une trentaine de places à la maison d'arrêt Majkavo. Alors on nous a promis un centre d'éducation éducatif fermé. Mais encore une fois, c'est encore une mesurette. Et tout le monde s'enchante de dire, mais on va avoir un centre éducatif. C'est 10, 15, 20 places qu'il va avoir dans ce centre. Ce qu'il faudrait, c'est un établissement pour mineurs. C'est une prison pour mineurs. À partir du moment où on a 90%, on va dire, de la délinquance qui est commise par des mineurs, il faut quand même une prison pour les accueillir. On ne peut pas aujourd'hui dire que on fait que des mesures éducatives. C'est fini l'angélisme. Ces mineurs nous tuent. Et donc, à partir de là, je considère effectivement la justice. Vous voyez ce qui s'est passé? On vit, ça fait 10 jours qu'on vit dans ce chaos et 2 ou 3 interpellations. Mais c'est symptomatique de ce qui se passe. C'est-à-dire que, ok, on va les interpeller, ok, on va les juger, mais après, on peut pas les mettre en prison, il y a plus de place. Il y a plus de place. Et en même temps, Nadji Mamada, la prison comme réponse, ce serait également un échec. Et on entend souvent les associations et même des magistrats dire la prison n'est pas faite pour les mineurs. Et pourtant, c'est une réalité. Et du coup, on a l'impression que tant que la situation est comme ça, on ne voudra pas mettre des mineurs en prison à Mayotte. Non, la prison n'est pas faite pour qui que ce soit. Mais à partir du moment où on commet des crimes et des délits, on fait des atteintes à l'intégrité physique à des gens, et la loi permet, même à l'âge de 13 ans, de placer quelqu'un en détention. Même à l'âge de 13 ans. Et donc, sauf que ici, les établissements pour mineurs, il y en a, je crois, 7 ou 8 sur toute la France. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça doit être une situation exceptionnelle pour mettre un mineur en prison. Mais nous vivons une situation extrêmement difficile et je pense que la situation prescrit de effectivement créer ce genre d'établissement sur le territoire. Dernière chose que j'ai oublié tout à l'heure, monsieur André, s'il vous plaît, c'est on constate que ces jeunes attaquent à la machette. Et il y a une politique à mener immédiatement également à faire. C'est-à-dire que vous, moi, n'importe qui, votre voisin, un enfant, une personne en situation irrégulière, une personne française, n'importe qui peut aller acheter une machette dans n'importe quelle boutique. Il faut réglementer tout ça. Il faut immédiatement que le préfet dise on arrête de vendre des machettes. On arrête immédiatement. Et réglementer tout ça, c'est-à-dire dorénavant, pour celui qui veut vendre des machettes, il faut un agrément préfectoral. Pour qu'on sache qui achète. Parce que quand on va acheter, il va falloir relever l'identité des gens, vérifier comment on appelle, l'âge de la personne et ainsi de suite. Il faut quand même réglementer. Il s'agit d'une arme.
Aujourd'hui, quand on va acheter une arme, les armes qui sont en libre-service, il faut quand même justifier de son identité. Alors que des machettes qui sont utilisées tous les jours pour agresser les gens, tous les jours pour tuer des gens, on peut les acheter librement. Il faut les arrêter immédiatement. La vente libre immédiate est arrêtée. Il faut en plus réglementer l'achat et la vente. Et les agriculteurs, comment ils vont faire pour utiliser cet outil qui est censé être utilisé justement par les agriculteurs ça n'empêche pas. Dès le départ. Ça n'empêche pas. C'est-à-dire que quand on va avoir un vendeur agréé par le préfet, c'est-à-dire agrément, c'est-à-dire il faut quand même le préfet dise toi tu peux vendre parce que ta boutique respecte certaines normes, vous vendez pas à n'importe qui, vous respectez de vérifier l'identité des gens, vous respectez de vérifier l'âge des gens. Et donc la personne quand elle va acheter, l'agriculteur, il suffit de donner sa pièce d'identité. C'est tout. Je vois pas où est la difficulté. Celui qui est empli de mauvaises intentions n'ira pas parce que ne voudra pas donner sa pièce d'identité. La justice n'a pas assez de moyens, vous l'avez répété tout à l'heure, et puis en voyant cela, la population, en tout cas certaines personnes, sont tentées de se faire justice elles-mêmes. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises à Mayotte, le pas a été franchi. Beaucoup d'élus n'hésitent pas à parler de guerre civile, vous l'avez dit tout à l'heure, ça a été repris par la presse nationale. Mansour Kamardine l'avait déjà dit depuis 2016. Cette semaine, on l'a entendu plusieurs fois par Estelle Youssoufa, par le maire de Mamdouzou et par d'autres conseillers départementaux. Là, vous dites qu'on n'est vraiment pas loin de quelque chose de très grave et qu'il faut cette réponse rapide et ferme avant que l'on ne bascule gravement. Effectivement, j'ai entendu les ministres indiquer hier à l'Assemblée nationale qu'il va y avoir une réponse forte qui est en train de s'organiser par l'État. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait pas combien. Comment. Alors que des réponses existent. Par exemple, il y a un autre dispositif qu'on appelle l'alerte Serval. Il suffit de rechercher. L'alerte Serval, ça permet à ce que quand il y a un problème aussi grave de troubles à l'ordre public dans les Outre-mer, c'est destiné aux Outre-mer, de déployer un escadron de gendarmerie. Un escadron de gendarmerie, c'est 76 hommes, et en plus leur fret. Leur fret, c'est quoi? C'est leurs armes, leurs véhicules, et ils arrivent sur le territoire pour rétablir l'ordre public, et ils sont là pendant des semaines. C'est 70 hommes, au moins, qui vont venir sur le territoire. L'alerte Serval peut également répondre à la question pour éviter effectivement que la population excédée ou parce qu'elle n'a pas le choix. Parce que quand on se retrouve dans un barrage, on a un véhicule, il y a 10 terroristes en face de nous qui nous barrent la route et que de l'autre côté, on peut pas faire marche arrière parce qu'il y a un certain nombre de véhicules où ils ont mis un autre barrage derrière, on est tenté de foncer dans le barrage. Et malheureusement, c'est parce qu'on veut sauver notre vie. Et donc, effectivement, la loi est assez mal faite. Pourquoi? Parce que si on écrase ce gamin-là, on va être poursuivi soit pour avoir écrasé ou attenté à l'intégrité physique de la personne. La loi, effectivement, elle doit être changée. Et effectivement, nous pouvons penser un dispositif où il faudrait mettre en place une présomption de légitime défense renforcée. C'est quoi une présomption de légitime renforcée? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une personne s'introduit dans votre domicile, monsieur André, et que vous le blessez, c'est vous qui êtes placé en garde à vue et c'est à vous de vous justifier pourquoi vous avez utilisé la force pour le repousser. Donc, si on renverse la charge de la preuve par cette présomption de légitime défense renforcée, c'est-à-dire c'est à la personne de se justifier qu'est-ce qu'elle faisait dans mon domicile, qu'est-ce qu'elle faisait dans son barrage, et c'est pas à moi d'aller me justifier pourquoi j'ai utilisé la force. Et je pense que ces dispositifs également pourraient permettre de soulager les gens et d'accompagner les personnes qui, comme des élus, vous imaginez, et un certain nombre de moi-même, vous-même, n'importe qui, on a été confronté à cette violence et on savait pas comment répondre parce que on craignait nous-mêmes de se retrouver en prison pour s'être défendu. Alors, la loi Mayotte était censée nous aider également à changer la situation à Mayotte au cours de l'année. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que maintenant qu'on est focalisé sur cette question de la violence, on oublie un petit peu les autres problèmes de Mayotte que sont la vie chère, le chômage, l'égalité sociale que réclament les Mahorais, puisque c'est aussi à cela qu'aspire toute la population. Effectivement, la loi Mayotte, c'est un raté, dans le sens où il n'y a pas eu une discussion avec
où la discussion n'était pas suffisamment poussée avec les élus locaux. Et donc, ça a été repoussé et j'espère pas s'inédier. C'est-à-dire que il va y avoir de nouvelles discussions avec les élus, l'implication de nos parlementaires, l'implication du président du conseil départemental et les élus pour avoir un document qui corresponde aux aspirations des Mahorais. C'est-à-dire la seule aspiration aujourd'hui, c'est l'égalité. C'est l'égalité républicaine, l'égalité face à la loi, l'égalité face à la sécurité, l'égalité dans la retraite, l'égalité dans tout ce que on peut espérer en étant français, puisque si si Mayotte a décidé d'être français, c'est avoir cette égalité. Et donc, effectivement, ce problème sécuritaire, d'immigration, de violence, fait que on élude tous ces autres sujets, mais c'est des chantiers auxquels il va falloir très rapidement s'y atteler, puisque nos concitoyens également souffrent de la vie chère, souffrent également du chômage, de la perte d'emploi, ainsi de suite. Et donc, il ne faudrait pas que ces situations sécuritaires abîment tous les autres chantiers. Merci beaucoup, Nadjim Hamada, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Merci à vous.